Voilà, oui, donc on avait abordé effectivement cette table ronde sur l'aide aux aidants. D'ailleurs, c'était Imad Sfer, hein, donc, qui en était le coordonnateur. Et ben, l'aidant, effectivement, c'est l'homme ou cette femme non professionnelle, comme on dit, qui par défaut ou par choix, et là c'est très important, le par défaut ou par choix, accompagne une personne en perte d'autonomie, que ça soit dû à l'âge, à la maladie ou à un handicap. Et en fait, on évalue à peu près 11 millions, mais c'est pareil, c'est des sous-estimations. L'autre jour, il y a un journaliste qui nous demandait combien il y a d'aidants dans le Jura. Donc on a dit, écoutez, on est vraiment peine de vous répondre, parce que l'aidant, il y a déjà les personnes qui sont aidantes et qui ne se reconnaissent pas en tant que telles. Tout le monde peut être aidant à un moment donné ou de sa vie, donc on ne peut absolument pas évaluer. Alors au niveau national, ils évaluent à 11 millions de personnes, donc ce nombre d'aidants, avec un âge moyen de 53 ans. 92% aident des membres de la famille, la plupart, une grande majorité, alors ça dépend des chiffres, hein, alors on va dire les 2/3 seraient des femmes justement voilà, en situation d'aidante. Et donc l'accompagnement d'un proche pose beaucoup de questionnements, alors même d'ailleurs du côté des malades et aussi du côté des aidants, car accompagner un proche qui est atteint d'une maladie neuroévolutive peut être effectivement très difficile d'un point de vue, on va dire, physique et psychologique. Et donc, interrogation sur le vécu de l'aidant familial face à la maladie, par rapport à la relation justement qu'il a avec son proche, relation qui va forcément évoluer, comment concilier son rôle d'aidant et sa vie professionnelle, comment prévenir et préserver la santé des aidants, enfin voilà, tout un tas de problématiques qui sont remontées. Et voilà. Et en fait, ce qui remontait des besoins des aidants, simplement besoin bien pragmatique, c'est être informé, parce qu'on dit toujours le malade doit être acteur de sa santé, l'aidant doit être acteur de son parcours, mais pour être acteur, il faut déjà savoir un peu ce qu'il en est, par exemple, de la pathologie. Il faut savoir aussi savoir ce qu'il existe, comment on peut saisir de l'offre qui existe, en quoi elle correspond à nos besoins. Et d'abord, quel questionnement, c'est quels besoins on a. Et c'est pas toujours évident pour un aidant justement d'arriver à définir et exprimer justement précisément ses besoins. Et là, il y a en particulier, je voyais des représentants Maya, il y a aussi les représentants d'associations d'usagers, les binômes qui coordonnent l'action des plateformes d'accompagnement et de répit, qui jouent un rôle énorme justement pour aider les aidants à se poser aussi les bonnes questions, à savoir de quoi ils ont besoin, si on les a besoin, voilà, pour accompagner au mieux justement la personne. Il disait qu'il faut un accompagnement dès l'annonce du diagnostic. Qu'on soit d'ailleurs aidant ou malade, hein. Là évidemment c'est toujours pareil, mais dans le cas de l'aidant aussi, il y a une personne qui nous disait mais comment je vais annoncer justement ce que je viens d'apprendre de la personne que je dois accompagner, comment je vais l'apprendre moi au reste de la famille, comment ça va se passer. Et là il y a vraiment besoin d'un accompagnement dans des périodes critiques comme celle-ci, et un accompagnement qui doit être soutenu après l'annonce du diagnostic, ne pas laisser la personne dans la nature, mais vraiment la soutenir au travers de toutes les étapes critiques qui vont arriver, et Dieu sait si elles vont être nombreuses. En plus, l'aidant doit faire face à une évolution de la relation qui ne sera plus tout à fait celle qui était avant, forcément, qui va être jalonnée de deuil, alors aussi bien deuil pour le malade par rapport à l'aggravation de la dépendance, mais aussi deuil de la personne aidante, justement, par rapport à l'évolution, le changement de personnalité peut-être de la personne qu'il est en train d'accompagner. Sensibiliser, former sur la maladie, là, bien sûr, avec les conséquences, avec que cela peut avoir, avec être formé sur la maladie, c'est aussi ne pas prendre pour soi certains comportements de la personne malade qui peuvent être considérés ou comme des agressions. Il y a un monsieur qui participait à un groupe de formation, alors on l'avait un peu traîné par les cheveux pour qu'il y assiste, et une fois qu'il y était, il disait mais moi je ne vois vraiment pas pourquoi je suis là, c'est pas pour moi. Et en fait, après, il parlait de comportement de sa femme, alors je ne sais pas, il l'avait écrasé, il y avait une histoire de cigarette contre les murs, enfin tout un tas de choses, et il disait, mais elle le fait exprès pour m'embêter, parce qu'effectivement, la relation de couple avait été peut-être un peu conflictuelle, et en fait, il lui a fallu tout un temps, et diverses séances justement de formation pour se rendre compte que non, en fait, c'était pas quelque chose contre lui, mais c'était quelque chose qui était lié à la maladie, et donc ça lui a permis de reconsidérer en fait la relation d'une façon un peu différente. Et se dire, ben non, effectivement, ma femme est malade, cette fois-ci, c'est bien une maladie et il faut agir autrement. Alors, bénéficier de formules de répit adaptées et d'activités culturelles, sorties, quelque chose qui permet de recréer la relation
malade aidant sur un autre plan que du médical, parce que nous on avait demandé au PJI, au pôle gérontologique interrégional, de nous faire, avec une sociologue, de nous faire une étude justement sur les aidants. Et puis les aidants disaient, nous le médical, on en a ras-le-bol, en fait ce qu'on veut c'est s'échapper, on veut se retrouver soi-même aussi, parce que se reconnaître comme aidant c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier aussi en tant que personne, comme femme, comme époux, comme mère, etc. Et ça c'est pas si facile. Les formules de répit, alors adaptées, c'est pareil. Je disais tout à l'heure qu'il faut tout un travail sur l'aidant pour accepter aussi le répit. Pour certaines, c'est aussi une loyauté par rapport aux personnes qu'elles accompagnent. Donc laisser une personne, pour certaines, par exemple dans un accueil de jour, une halte répit, ça peut être considéré comme un abandon. Donc il faut vraiment que la personne travaille sur elle-même pour être rassurée sur le fait non, on prendra bien en charge sa personne malade, mais aussi accepter justement toute cette séparation. Et c'est aussi le rôle des accompagnements, des psychologues, des personnes des plateformes de répit pour préparer la personne justement à cette séparation et anticiper peut-être une institutionnalisation qui aura peut-être à avoir lieu effectivement. Se reconnaître comme aidant et être reconnu comme tel, alors je pense qu'on l'abordera tout à l'heure. Être reconnu comme tel, puis j'avais mis ou inversement non, parce qu'en fait tous les aidants ne veulent pas forcément aider. Il y en a, comme on a dit, c'est par choix ou par défaut, pour certains c'est pas par choix, et quand on force, on va dire quelqu'un, alors forcer ça peut être plus ou moins implicite, hein, ça peut être le poids d'une société, il faut faire que la pensée, enfin voilà tout ça, ça peut mettre la personne dans des situations un peu difficiles et complètement biaiser la relation. Alors, je pensais à quelque chose qui n'est pas dans le cadre des maladies neuroévolutives, mais dans le cadre de la relation mère-enfant. Dans une vie antérieure, en fait, je travaillais avec une psychanalyste qui travaillait sur les relations qui ne se créaient pas entre la mère et l'enfant. Et en fait, il s'avérait après un certain travail que ces mères n'avaient jamais voulu d'enfant, mais qu'en fait, le poids de la société avait fait qu'elles pensaient qu'elles en voulaient un. C'était simplement quelque part inconsciemment pour répondre à cette pression, à cette demande. Et en fait, tant qu'elles étaient dans dans ce marasme, parce que franchement c'était très difficile à vivre pour elles, en fait la relation ne pouvait pas se créer et était forcément mauvaise. À partir du moment où elles pouvaient dire clairement, exprimer aussi leur souffrance par rapport à ça, et dire clairement mais finalement moi je n'en voulais pas, comme l'aidant il pouvait dire mais moi finalement moi je ne veux pas aider et pour quelle raison, la relation pouvait se créer différemment et là il y a quelque chose qui se recrée à nouveau. Pour l'aidant, après, l'aidant, on y reviendra, l'aidant qui ne veut pas aider, pourquoi, comment on peut l'accompagner, est-ce qu'il faut toujours aider, est-ce que, voilà, c'est un problème aussi très complexe et qui est remonté aussi dans ce cadre-là. Et puis, le besoin d'être entouré, de se faire entourer, de se faire aider, ça revient aussi à l'acceptation de se dire, moi je ne peux pas tout pour la personne qui est à côté, donc se questionner par rapport à ça. Je ne veux pas lâcher la personne, à quoi ça me renvoie moi-même, et donc pouvoir, les personnes qui étaient intervenues lors de la table ronde le disaient bien, une personne en particulier qui pensait qu'elle allait être assez forte pour pouvoir tout porter, qu'elle savait ce qu'il fallait effectivement à son conjoint qui était malade, puis en fait elle s'est dit mais j'aurais pas dû faire comme ça parce que je n'ai pas anticipé la suite, et puis après j'étais tellement fatiguée que je n'arrivais plus à penser ce que je pouvais faire et ce que je pouvais faire autrement, comment faire au mieux. Donc c'est quelque chose qui est remonté, c'est vraiment être entouré, se faire entourer et aider le plus rapidement possible. Il est revenu beaucoup aussi... Effectivement, suite à toutes ces demandes des aidants qui sont remontées à la table ronde, donc notamment d'information, mais également de soutien, de formation, de proposer les différentes structures de répit et être informé de tout ce qui tourne autour, parce qu'on a de la chance d'avoir beaucoup de dispositifs et des solutions de répit. Donc l'idée, ce qu'on est en train de travailler avec l'agence actuellement, c'est de proposer au grand public, pour les aidants, mais également les professionnels, un site donc maladie neuroévolutive de Bourgogne-Franche-Comté qui va être un site où il y aura des propositions
réflexion par maladie, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, maladie de Huntington, donc une page par maladie pour quelques notions, je dirais, de base sur les maladies, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un peu à droite à gauche quelques informations sur les maladies, pas forcément très compliquées, mais l'idée c'est de mettre toutes ces données sur un même site, mais également un annuaire de structure, de répit, mais aussi de prise en charge en Bourgogne et en Franche-Comté. L'idée, c'est de le simplifier au maximum et faire des liens avec des sites existants quand on va rechercher des solutions pour peut-être le diagnostic, pour faire un diagnostic, mais également une prise en charge. Et donc l'idée, c'est de mettre des liens qui basculent vers les structures existantes. Et puis également avoir un annuaire de formation qui sont proposés, un plan de formation régional proposé par les différentes associations sur le terrain, sur les maladies, que ce soit à destination des aidants, mais également à destination des professionnels. Une sorte de catalogue par département, qu'on puisse retrouver plus facilement les thématiques dont la personne cherche en particulier. Justement, par rapport à ce qu'on vient d'aborder, là, il y a des pistes de propositions concrètes et autour des enjeux que sont ceux de la reconnaissance, du soutien, de l'appui, de l'aide aux aidants et de leur information. Il y avait un certain nombre de problématiques aussi de nature éthique qui avaient été abordées sur la table ronde. Il me semble qu'on avait une diapo autour, oui, de l'expression de la souffrance, la possibilité de pouvoir les laisser s'exprimer. Sur ces problèmes, sur ces questionnements éthiques, est-ce que vous voulez, soit Régis, soit Imad, revenir un petit peu sur de façon générale, les grandes dimensions de questionnement qui allaient émerger concernant la thématique des aidants, en particulier. Enfin, peut-être généralement, parce que je pense qu'on est dans une réunion de l'espace de réflexion éthique, il faut qu'on centre notre propos sur ces questions-là. Moi, j'ai été très interpellé lors de ces assises par l'espèce de dissensus qui existe entre la vision qu'on peut avoir quand on est un professionnel de santé des questions de nature éthique et la vision qu'on peut avoir lorsqu'on est malade autour de ces questions-là. Et il y a une espèce de zone d'ombre qui a été un peu mise à jour par la parole donnée aux malades, à leurs représentants, à leurs aidants. Et pour ce qui concerne cette table ronde, c'est certain qu'il y a des problématiques, au-delà des problèmes qui sont apparus, les problématiques de nature éthique qu'il s'agit à mon avis de pouvoir explorer, parce que pour l'instant elles sont relativement méconnues. C'est la tension qui existe entre la dépendance d'un tiers, l'aidant en particulier, et l'autonomie. On a besoin d'un tiers pour exercer son autonomie. Il y a quelque chose d'un peu qui entre en tension dans cette dimension-là qu'il faut, à mon sens, explorer. Il y a une autre question qui a été soulevée là, c'est que l'injonction qui est faite souvent à l'aidant familial d'être aidant, c'est pas si naturel que ça d'être aidant. Le mot est facile à employer, mais la réalité est difficile à vivre, hein, puisqu'on voit, si besoin en est, que aider sans être accompagné, sans avoir réfléchi à ce que aider veut dire, peut accompagner à maltraiter, peut se suivre d'une forme de maltraitance des personnes. Donc autour de ces questions de l'aidant, on voit bien que l'aidant est probablement la condition nécessaire, mais certainement pas suffisante pour pouvoir faciliter l'autonomie de la personne, d'une part, et d'autre part, aider. Enfin, on ne se décrète pas aidant, parce que l'engagement des personnes à aider jusqu'au bout, littéralement des personnes dont la perspective est quand même la perte petit à petit de soi. C'est un peu ça, hein, des enjeux de ces maladies neurodégénératives, et de s'inscrire dans la durée. Est-ce qu'on peut être aidant tout le temps? Puisqu'il ne s'agit pas, pour une bonne partie des maladies neuroévolutives, d'une maladie courte, mais d'une maladie longue. Et être aidant peut s'entendre assez facilement lorsqu'il s'agit d'un épisode court, mais s'engager dans l'aide à un proche
sur des mois, des années, des décennies, est quelque chose qui va contribuer à modifier le rapport de ce couple aidant-aidé jusqu'à le pervertir éventuellement. Donc il faut, à mon avis, avoir la volonté d'explorer cela parce que les personnes malades l'ont fait remonter. Mais tout ne se situe pas dans l'aspect biomédical de tout cela. On est soigné par la relation. On est soigné par la relation aidant-aidé. On est soigné par, on le verra dans d'autres tables rondes probablement, par le fait que lorsqu'on est malade, on ne va pas aussi vite que lorsque l'on ne l'est pas malade. Et que les temps finissent par ne plus se croiser lorsqu'on est malade dans une société qui survalorise le temps de l'action, etc. Donc toutes ces questions de nature éthique, si on y regarde de près, ne font pas ou font très peu l'objet d'observation, d'une part, et encore moins de recherche, d'autre part. Or, elles ont l'air d'être des questions majeures pour ceux qui éprouvent la maladie. Et si nous ne faisons pas de la recherche pour ceux qui éprouvent la maladie, ça veut dire que nous la faisons pour ceux qui ne l'éprouvent pas. C'est important, à mon sens, il ne s'agit pas de remettre en question la recherche sur le médicament, la recherche sur les thérapeutiques, c'est un sous-ensemble de l'espace à explorer pour mieux comprendre ce que vivre avec une maladie veut dire. Et je pense que l'aidant dans ce paysage-là est probablement un champ, si on peut dire les choses comme ça, qui est indispensable à explorer. Rappelez-vous, je vous dis ça de mémoire, mais combien il nous est remonté que l'aidant s'engage dans quelque chose dont il ne perçoit pas forcément la finalité, et que de l'aidant qui est d'abord un proche, l'aidant devient éloigné de la personne pour pouvoir l'aider. Et l'aidant devient en fait un soignant, et l'aidant doit encore, malgré l'aide qu'il apporte à autrui, rester lui-même, tout en étant l'aidant d'une personne qui, elle, n'est plus du tout la même. Donc vous voyez toutes ces tensions qui existent autour de tout cela, ça nécessite, de notre point de vue, en tout cas au plan éthique, un véritable éclairage, une vraie exploration qui peut passer par la recherche et qui passera probablement par la mise à jour de la réalité de ces problématiques au travers du prisme de ce qu'en pensent les soignants, mais au travers aussi de ce que n'en pensent pas les soignants. Parce que c'est impressionnant de voir comment nous n'imaginons pas la dimension éthique des questions qui se posent dans la souffrance de ces maladies neuroévolutives. Voilà, sur cet aspect-là, je redirais probablement la même chose pour chacun des ateliers si on doit tous les passer en revue, mais il y a des spécificités qu'on évoquera tout à l'heure. Oui, il y a des aspects qu'on se voit complètement. Iman Sfer, vous aviez animé la table ronde pour les assises, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le point-là? L'idée ensuite, c'est de... Est-ce que dans ce qui a été évoqué par rapport aux aidants, il y a des aspects qui vous semblent avoir été complètement mis de côté, qui mériteraient qu'on les questionne un peu plus aussi? Moi, je voudrais partir d'une expérience personnelle, du coup, par rapport à la maladie neurologique. En fait, j'ai eu 2 expériences avec les Parkinsoniens. Et en fait, ce qui m'a intéressée dans l'histoire, c'est que je suis sortie un peu du cadre, parce que j'étais à l'époque soignante en tant qu'infirmière. Et ces 2 situations-là m'ont été proposées comme est-ce que tu pourrais pas tenter quelque chose, parce que là, on ne trouve pas la solution. Des Parkinsoniens donc chroniques au long cours, en phase avancée, qui rêvaient de pouvoir vivre un temps, et les proches aussi, dans leur campagne. Mais le problème, c'est du milieu de domicile campagne, c'est que les structures HAD, ça fonctionnait quand ils étaient encore assez bien. Et ensuite, l'HAD fait 10 km pour arriver quand ils sont en période off. Enfin bon, ils font demi-tour. Et finalement, c'est l'aidant qui se retrouve à devoir gérer sans pouvoir vraiment et ne pas sentir le soutien des soignants finalement. Et donc, en fait, l'intervention que j'ai faite de façon un peu informelle, c'est l'insertion dans ces lieux de vie pendant 2 semaines, 3 semaines, pour permettre aux Parkinsoniens de vivre dans sa campagne, quoi. Mais je sortais un peu du cadre parce qu'on payait un cachet qu'on peut service. Enfin bon, j'étais infirmière, mais pas vraiment là en période de vacances. Enfin bon, voilà. En même temps, le problème, c'est que s'ils me demandent une auxiliaire de vie, c'est pas suffisant non plus parce que ces maladies chronologiques ne demandent pas tant que ça au niveau infirmier strict, mais énormément de compétences sur la maladie en elle-même, sur les complications, de surveillance, d'observation. Et du coup, il manque, en tant qu'infirmière, à la rigueur, c'était pas vraiment, j'ai pas fait 24 heures de soins infirmiers, des traitements à la rigueur, l'épouse les donnait, enfin bon,
ponctuellement, oui, mais il manque quelque chose une offre en fait. Parce que là, du coup, je servais indirectement, j'apaisais, parce qu'il commençait à y avoir dans une des deux familles de la maltraitance de la part de l'épouse, inconsciente, parce que la maladie durait depuis longtemps, et du coup, ça devenait très très violent. Elle ne le percevait pas, mais du coup, je servais de tampon. Enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas une proposition possible de manière d'aider ces maladies chronologiques au domicile par des aidants qui soient soignants, mais qui soient un peu une structure autre que celle qui est proposée aujourd'hui? Je ne sais pas si vous... Alors, une des problématiques qu'on rencontre, c'est comment aider un aidant qui ne souhaite pas être aidé ou qui est épuisé. Alors effectivement, peut-être vous êtes arrivé dans une situation où j'ai envie de dire que c'était assez évolué, où l'aidant est dépassé par les événements, et plus il est épuisé, plus il refuse les aides extérieures. Donc l'idée, je ne veux pas parler de structure ou d'une autre façon de fonctionner, l'idée c'est peut-être de détecter assez précocement les signes d'épuisement de l'aidant, parce que si c'est détecté au début, il communique plus facilement et il s'ouvre un peu plus à une aide externe, extérieure à la maison, et donc là peut-être c'est un peu plus facile à faire quelque chose. Et quand l'aidant est complètement dépassé, c'est très très difficile de rentrer dans l'intimité du couple et de proposer des aides. Donc, alors effectivement, qui doit faire le diagnostic d'un épuisement? C'est tout le monde, c'est-à-dire l'entourage, et ça peut être un soignant à domicile, qui peut sonner la sonnette d'alarme et qui va alerter d'autres structures, peut-être qui ont un peu plus de temps et plus de facilité à mettre des dispositifs à domicile pour aider. Mais quand on arrive à une situation assez évoluée, c'est très compliqué d'être intrusif dans l'aide. En général, c'est beaucoup plus compliqué. De proposition d'insertion de soignants. Il y avait une tentative de ce qu'on appelle baluchonnage, enfin dans les écoles en France. Est-ce que par rapport à ces maladies neurologiques surtout, qui sont en fait 24 heures sur 24, le problème de l'aidant, c'est que dans ces deux situations-là, c'était l'insertion dans le domicile de quelqu'un de confiance qui soit en même temps soignant, en même temps, voilà, et qui ait une connaissance dans le domaine. Donc ça, c'est pas vraiment proposé aujourd'hui de façon officielle. Et l'HAD, ça... Bon, je sais pas si... Voilà. Oui. Pour répondre à votre question, justement, il y a depuis peu, effectivement, donc vous avez raison, c'est pas encore tout à fait connu, les dispositifs de relayage qui sont justement inspirés du baluchonnage. Alors là, c'est expérimenté depuis un an et demi. Donc il y a 5 dispositifs de relayage qui sont mis en place et donc qui s'occupent justement, qui vont au domicile de personnes qui souffrent notamment de maladies neuroévolutives, mais pas seulement, c'est une approche un peu globale. C'est des personnes qui sont formées, qui viennent d'établissements médico-sociaux, par exemple, et donc qui vont au domicile pendant que l'aidant s'absente, et ça peut être de 3 heures à 15 jours. Donc ça peut permettre véritablement un répit pour la personne, avec tout un suivi particulier. Alors effectivement, c'est quelque chose qui se met en place, on expérimente aussi un modèle économique particulier, parce que l'idée c'est l'accessibilité de l'offre, et l'idée c'est que justement le reste à charge de la famille soit le plus raisonnable possible. Donc là on en est à 50 € pour 24 heures. Donc voilà, mais ça doit évoluer et aussi se déployer. Si je peux me permettre, et si on veut prendre un peu de distance, ce qui doit être interrogé par un espace de réflexion éthique. Je crois que cette question de la place des aidants, elle vient interroger les politiques de santé. Elle ne doit pas être vue simplement au travers du prisme des maladies neuroévolutives. Notre système de santé génère des maladies qui se chronicisent en quelque sorte et pour lesquelles la place de l'aidant devient assez centrale. Et ça vient perturber la définition même du soin. Jusqu'à ce jour,
un professionnel de santé, il était tenu à soigner un malade ou une personne. Et puis voici qu'on doit soigner un malade dans son environnement, avec les personnes qui constituent son environnement, qui elles-mêmes peuvent être en souffrance et elles-mêmes peuvent accroître la souffrance de la personne ou au contraire aider la personne. Donc on voit bien qu'on est dans un changement paradigmatique dans la santé qui va entraîner, à mon avis, une redéfinition des politiques de santé. Et il faut faire attention d'ailleurs de ne pas mettre trop vite les réponses à des questions qui sont justes, ces réponses et ces questions, mais si on n'a pas une vision globale de ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire qu'on est en train de faire reposer des millions de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, on est en train de faire reposer le soin sur une partie de personnes qui ne sont pas des soignants, qui ont pour une partie d'entre elles, parce que moi j'ai été marqué beaucoup. Alors, je ne mets pas de côté les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, de type Alzheimer, mais je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'on a été beaucoup interpellés pendant ces assises par des malades jeunes qui nous disent on engage nos proches pour des décennies, je le redis là. Et ces personnes malades souffrent dès maintenant d'un sentiment d'être un poids pour autrui, d'être un poids pour l'institution, d'être un poids pour le système de santé, d'être un poids pour une société qui ne valorise pas la différence, mais qui au contraire a tendance à la stigmatiser. Et du coup, la question du proche et la question des réponses à apporter pour aider le proche, elle doit être vue, à mon avis, elle ne doit pas être dissociée de cette vision globale d'un changement paradigmatique profond, me semble-t-il. Or, je crains, parce que je le vois, par exemple dans ce qui s'annonce dans le plan grand âge, qui comporte des bonnes réponses, comme dans chaque plan on essaie de donner des réponses à chaque question, c'est qu'on ne prenne pas la mesure de la réalité qui est en train de s'ouvrir dans un champ qui fait que le système de santé de demain ne sera pas le même, parce que notre système de santé contribue à générer ces situations de dépendance. Donc c'est la question de la dépendance, c'est la question du proche, dans l'approche, pour le dire rapidement, de cette question de la dépendance qu'il faut réfléchir, mais j'ai comme le sentiment qu'on réfléchit peu. On réfléchit peu aux questions de fond et on cherche tout de suite des réponses à des questions très aiguës qui se posent. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas trouver de réponse à des questions aiguës, bien entendu, mais il ne faudrait pas que l'énergie qu'on passe à essayer de répondre, baluchonnage ici, maison de répit là, aide financière aux aidants, droit des aidants reconnus dans la loi, etc. Tout ceci ne semble pas marqué par le sceau d'une vision générale, distanciée et globale, me semble-t-il. Et moi je trouve qu'il faut qu'on saisisse ce plan des maladies dites comme vous voulez, évolutives, dégénératives, inflammatoires, etc. Qu'on se dise, c'est une façon de regarder un champ beaucoup plus large que ses seules maladies. Les questions de nature éthique qui sont posées autour des aidants sont des questions majeures, me semble-t-il. On peut faire exploser des familles, on peut faire exploser des liens qui pourtant semblaient solides. On peut faire exploser le système de santé avec cela. Et je pense que, modestement, je crois que ces questions-là contribuent pour partie à la tension qui existe aujourd'hui dans notre société, dans le système de santé. On ne veut pas regarder en face des évidences. De la même manière que ça fait longtemps que les démographes nous avertissent sur la réalité du vieillissement de notre population, on s'en intéresse 50 ans après qu'ils nous l'aient signalé quand même. Il faudrait peut-être qu'on ait au niveau politique, quand je dis politique, c'est pas politicien, c'est une vision de l'organisation de notre société autour de réalités qu'elle contribue à générer elle-même. Il faudrait peut-être qu'on ait un peu plus de réaction et de réactivité et un peu de hauteur, me semble-t-il. Je rebondis sur la dimension, et je donne tout après la parole, sur cette dimension des questions éthiques que tu as soulevées avant de chercher à apporter des réponses au mieux circonscrire la question. Et ça ouvre une dimension de recherche, justement. Quand on parle des aidants, qu'on aborde notamment la question de l'aidant naturel, ou question de la naturalité de l'aidant. Alors, selon des méthodologies qui peuvent être mixtes, qui peuvent être plus fondamentales, selon qu'on interroge la sociologie, la philosophie, voire l'anthropologie, il y a toute cette question de la nature de la responsabilité, qui est en jeu. Est-ce que c'est une responsabilité publique? Est-ce que c'est une responsabilité professionnelle? Est-ce que c'est une responsabilité privée qui est en jeu dans la réponse à ces vulnérabilités-là? Ça peut, je pense, faire des travaux de recherche intéressants. C'est la question de ce lien de solidarité qui existe,
de l'interprétation qu'on donne dans une république démocratique, occidentale, contemporaine, à la valeur de la solidarité. Ça peut prendre des formes très diverses, mais ça, sur le plan de la recherche, ça peut être questionné avec ces nouveaux enjeux auxquels on se confronte. On voit bien qu'il y a une frontière un peu floue entre l'aidant et le soignant, entre l'aidant et le professionnel. On demande des fois à l'aidant d'être un peu professionnel, puisqu'on demande à ce que des professionnels puissent remplacer l'aidant parfois quand il est épuisé. Donc il y a cette dimension, et puis il y a ce que tu évoquais, Régis, avec toute l'organisation du système de santé. Je pense qu'en matière de recherche en politique publique, en organisation, en théorie des organisations, comment on arrive à créer des systèmes qui peuvent répondre à ces besoins-là, ça peut faire aussi l'objet de recherche. Et je pense qu'en termes de recherche en sciences politiques, je sais que la chaire santé à Sciences Po Paris se pose aussi ces questions en lien avec l'accompagnement du vieillissement. Il y a tout un champ d'investigation qui pourrait être creusé, parce que ce qu'on aborde là, ce sont des questions de nature éthique, mais la dimension recherche aiderait beaucoup plus à les éclairer quand il s'agirait de prendre des décisions derrière. Et c'est cette petite bulle de recherche qu'il faut arriver à identifier, et c'est difficile parce qu'elle n'existe pas, et c'est tout l'enjeu d'arriver à la mettre sur place. Ça a été un long travail autour de la fin de vie, il faut arriver à le transposer aussi sur l'ensemble des autres thématiques qu'on a, et on le fait là sur les aidants, on aura, et on a pris un peu de temps pour le faire, mais on aura à le faire aussi sur les autres thématiques qu'on va citer, c'est des questionnements assez transversaux dessus. Juste pour compléter ce que tu dis, hein, au-delà de la question des aidants, dont on a tendance à la réduire à celle des aidants familiaux d'ailleurs, c'est vraiment la question des solidarités nouvelles qu'il faut avoir dans une société qui contribue à générer des situations comme celle-ci. Et c'est en cela que c'est une question politique et éthique, c'est-à-dire que, de notre point de vue, en tout cas, il y a lieu de réfléchir aux nouvelles figures de la solidarité entre les personnes, qui n'est pas qu'une solidarité familiale, qui n'est pas qu'une solidarité bénévole, parce qu'on a aussi tendance à fusionner tout ça. Comment l'État peut-il s'engager à accompagner ce qu'il contribue à générer? Voilà, c'est une question qui est posée, et pour laquelle la réponse n'est pas simple. Hein. C'est pas, je disais, j'ai un discours qui peut apparaître militant, mais ce n'est pas du militantisme, c'est au contraire la volonté d'éclairer une réalité complexe sur laquelle la recherche viendra apporter peut-être des réponses, mais en tout cas au moins des éclairages pour orienter les politiques publiques. C'est pour ça que c'est important de faire attention de ne pas rester, j'insiste, focalisé exclusivement sur les maladies neuro. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais c'est de se dire, merci, si on peut dire les choses comme ça, de nous obliger à regarder en face une réalité qui est beaucoup plus large que celle qu'on croyait voir. Je rajoute même un point, quand on dit la recherche, et après la recherche, c'est qui la recherche? Alors forcément, on pense tout de suite les universitaires, les sachants, on revient à cette culture de l'expertise qu'on essaie précisément de relativiser un petit peu. Mais la recherche, on travaille dans un CHU, vous savez pertinemment qu'il y a des liens entre la clinique, la formation et la recherche. Donc ceux qui font la recherche, ce sont aussi ceux qui soignent ou qui prennent soin ou qui traitent. Donc cette recherche-là, quand elle porte sur des questions qui ne sont pas nécessairement biomédicales, mais qui sont aussi des questions qu'on dirait entre guillemets paramédicales ou de l'ordre du champ médico-social ou social, c'est aussi aux acteurs, alors toute la question du temps qui va se poser. On n'a pas le temps dans nos activités, dans vos activités, de consacrer une part recherche dans votre temps de travail. Mais c'est aussi une évolution peut-être de nos organisations et la conception du rôle du professionnel de santé à venir par rapport à ces problématiques, de permettre à ceux qui sont en prise directe avec ces problématiques de contribuer, de partager aussi leur questionnement au niveau de la recherche. Je pense par exemple aux usagers, aux représentants d'usagers. Souvent quand on fait des études, les patients, pour ainsi dire, ils sont toujours vus comme ceux qui sont inclus dans les études. Ils y participent en y étant inclus. Ce sont des objets d'observation, des sujets d'observation. Mais l'idée, c'est aussi de faire comme ce qui a pu être fait beaucoup par ailleurs avec le champ des maladies neuroévolutives, c'est de représenter les usagers dans l'orientation des politiques scientifiques, dans la conception des protocoles, faire en sorte qu'ils soient aussi partie prenante dès la conception de ces nouvelles dynamiques de recherche, plutôt qu'ils soient juste là comme objet, entre guillemets, c'est pas comme objet d'interrogation, d'investigation. Et donc c'est ça aussi cette dynamique qu'il faut arriver à mettre en œuvre à partir de tout ça. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais c'est la direction, si on veut pouvoir apporter des éléments d'éclairage à ces questions qu'on soulève aujourd'hui, dans laquelle on aura tout intérêt à s'inscrire. Karine, vous attendez depuis tout à l'heure pour poser une question, désolé. Vous demandiez quelle dimension il était important aussi de prendre en compte dans l'accompagnement des personnes avec des maladies neuroévolutives. Il y a la dimension économique, notamment sur l'aide, qui est extrêmement importante. Parce qu'aujourd'hui, on voit des aidants qui vont au bout du bout, mais aussi parce que les restes à charge font que ça les dissuade d'introduire parfois des aides. On voit, les conseils départementaux le disent, puisqu'il y a des aides qui le permettent, des plans d'aide qui sont refusés par les familles parce que le reste à charge est trop important. Et il y a
forcément une dimension comme ça aussi économique qui est absolument à prendre en compte sur l'accompagnement et le maintien à domicile. Parce que les politiques publiques ont fait qu'on a beaucoup insisté sur le maintien à domicile. Ça correspond aussi au souhait de la majorité des personnes, donc ça se tient. Mais il y a une dimension financière derrière qui est certes triviale, mais qui est décisive dans l'accompagnement de ces personnes. Et puis une autre dimension aussi, on en parle peu, sur la dimension éthique, mais dans le travail social. On parle beaucoup dans les soins, mais on a beaucoup de travailleurs sociaux du coup, qui interviennent à domicile et qui se posent aussi des questions éthiques sur voilà, à quel moment effectivement on laisse s'épuiser des personnes à aider, par exemple des personnes démentes. Parce qu'ils ne veulent pas dégrader le patrimoine, parce que voilà, il y a ces vraies dimensions, une chose très triviale aussi aujourd'hui, sur les mesures de protection. De plus en plus, les proches sont nommés comme mandataires pour les personnes qui sont atteintes de troubles décisionnels, parce que voilà, attribuer le mandat à une association qui gère ça est coûteuse pour la société et on favorise effectivement le portage de mandats judiciaires par les familles, alors que ça peut être extrêmement conflictuel, ça peut être extrêmement épuisant aussi. Donc voilà, je crois que c'est assez décisif pour son projet. Ça rejoint ce que disait Christine, quand elle disait qu'il y a des offres de services qui sont disponibles, comme il n'y a pas recours, ça peut être un enjeu de recherche aussi. Pourquoi est-ce que ces candidates sont refusées exactement? Quels sont les critères qui rentrent en compte? Pourquoi est-ce que l'offre de service ne rencontre pas son public alors qu'elle était désignée pour une cible? Des termes un peu rationalisants dans cette histoire, mais en termes de recherche, ça pourrait être creusé. C'est un des exemples, effectivement. Michel, tu voulais intervenir? Oui, je voulais montrer la nécessité des recherches qui s'orientent vers les politiques de santé, etc. Quand on voit justement, quand on met un petit peu en lien toutes ces affaires-là avec les fameuses théories ambulatoires, où maintenant on s'en aperçoit même plus, mais les gens sortent de l'hôpital effectivement au bout de 2 jours alors qu'ils auraient dû bien passer 15 jours à l'hôpital. Et au lieu que ce soit les soignants qui s'occupent du patient, ce sont des aidants par la force des choses. Et sans dire se méfier, mais oui, maintenant, depuis le temps qu'on parle des aidants, on a l'impression tout d'un coup, les politiques de santé se disent oui, il y a eu des recherches sur les aidants, il faut faire quelque chose. Et j'ai l'impression qu'en focalisant trop sur les aidants pour Alzheimer, etc., ça bloque justement la réflexion, et qu'on ne devrait pas s'en priver, sur le système de santé beaucoup plus global, qui aujourd'hui fait un appel aux aidants, je dirais de façon éhontée. Parce que c'est sûr que... Alors en plus c'est un petit peu vicieux, parce qu'aussitôt vous êtes à l'hôpital, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en sortir. Donc quand on vous dit, voilà, on vous opère aujourd'hui, puis là vous serez parti, les gens sont très contents. Personne ne va réclamer de passer 8 jours de plus à l'hôpital. Et je crois que c'est une vraie politique de santé qui est en train de se mettre en place. Et que si les recherches ne vont pas un petit peu plus loin et se cantonnent, excusez-moi, mais toujours aux aidants pour les vieux, pour les personnes Alzheimer, on va rater quelque chose. Et je crois que la recherche, là, il faut absolument se saisir de ces trucs-là. Autrement, on va se faire bernerer, mais on n'aura rien vu. Et comme d'habitude, tant qu'on va faire des recherches sur les aidants des vieux, on va nous laisser tranquilles. Je crois que quand on fait de la recherche, on a besoin de tout, sauf d'être tranquille. Et qu'il faut aller titiller là où ça fait mal. Autrement, on ne s'en sortira pas. Et sur la question, du champ social et des professionnels du champ social, c'est vrai, et ça rejoint ce que tu dis aussi. Regardez ce paradoxe qui existe aujourd'hui, où le besoin d'aide semble d'un seul coup apparaître comme une urgence, et la réalité de l'offre sur le terrain est qu'on ne trouve pas de professionnels de l'aide à domicile dans le champ social, tout simplement parce qu'ils sont mal payés, mal formés, mal accompagnés, et qu'il faut être courageux pour faire preuve d'un altruisme qui est excessif. Donc tout se passe comme si on ne se donnait pas les moyens des ambitions qu'on affiche. Donc il y a quelque chose qui est un peu paradoxal dans ce discours très dissocié de la réalité. Et cette fois, moi, ces assises ont eu ce mérite, à mon avis, de faire émerger ce que vivre voulait dire pour des personnes qui présentent une forme de dépendance, de mon point de vue, ou des formes de dépendance. Vivre, c'est donc souffrir pour ces personnes.
quelque chose qui ne va pas quand une société ne réagit pas à cela. Et de mon point de vue, il y a à revendiquer au travers de l'autonomie des personnes, au travers de l'aménagement de l'environnement, au travers de démarches très actives, la possibilité pour ces personnes de se sentir incluses. Parce qu'il y a quand même un sentiment d'exclusion qui est quand même très fort, qui apparaissait dans les assises. Et puis j'ai participé à Paris, comme le disait Thibaut Moreau, à plusieurs réunions de l'ARCEP, l'Association pour la recherche sur l'espérance en plaques, où ça ressort de façon très très claire. Les patients qui se fédèrent, et c'est tant mieux, commencent à râler, à dire ok pour la recherche sur le médicament, c'est ce que disait Thibaut Moreau, mais quand est-ce que vous commencez à vous occuper de nous? Puisque vous avez ouvert le débat, soyons un peu militants, vous n'avez jamais prononcé le mot prévention. Alors comment on prévient tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'environnement derrière? Des biocides, des médicaments dans l'eau du robinet, ce genre de choses qui peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, aident les gens à développer des maladies neurodégénératives. Juste un point de vue non scientifique. Je vais vous faire une réponse de non scientifique non plus, également, hein, mais je pense qu'il faut que, du point de vue de ceux qui prétendent être scientifique, c'est faire preuve d'humilité face à quelque chose dont on n'appréhende pas la réalité. Aujourd'hui, ces maladies neurodégénératives, mais c'est vrai aussi pour le cancer, quand j'entends les bêtises que peuvent dire certains ex-ministres à la radio, on sait qu'on ne sait pas ce qui est à l'origine de ces maladies. Et quand on sait qu'on ne sait pas, on sait quelque chose. Donc on évite de dire ce qu'on ne sait pas, ou on évite d'affirmer que c'est lié à tel pesticide, puisque j'ai entendu cela à propos du cancer l'autre jour. Inversement, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure cela, hein. Ça veut dire qu'il faut, avec modestie et humilité, se dire qu'on a tout à gagner à réfléchir collectivement plutôt que de donner des réponses avant d'avoir posé des questions. Et donc c'est un des enjeux de l'observation, un des enjeux de la recherche. Ça prend du temps. Ça prendra, à mon avis, le temps de plusieurs générations. Il faut aussi être honnête autour de tout cela. On ne produit pas du savoir par le simple fait qu'on décide de faire de la recherche. Mais si on veut faire de la recherche, si on considère que ces enjeux-là, et j'entends bien la question de la prévention, qui est l'amont de tout cela, et vous avez raison d'attirer l'attention là-dessus. Et si on veut pouvoir faire de la recherche, il faut pouvoir avoir des chercheurs, des financements, et ainsi de suite, quoi. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de chercheurs, on n'a pas beaucoup de financement. Enfin, je parle au plan national, hein. Je vous remercie de nous aider. Non, mais c'est un peu la limite de tous ces plans de santé publique où on en parle beaucoup, mais dans les faits, qu'est-ce qui est mis dans le panier de la recherche, pour ça comme pour d'autres choses, hein. Je ne cherche pas à être accusateur des fondations. Permettent d'avoir des appels à projets qui ont de l'argent, mais les fondations, elles font appel à la générosité publique. Ça n'est pas la même chose qu'une politique de recherche au niveau national. C'est quelque chose. Tant qu'on ne percevra pas la question de la vulnérabilité des personnes dans une société performante, tant qu'on ne percevra pas la question de la vulnérabilité comme une priorité, eh bien, on ne mettra pas les moyens, on mettra les discours, pas de problème avec le discours. Mais on ne mettra pas les moyens pour pouvoir explorer cela. Or, on répète en disant cela, mais je pense qu'une société démocratique s'honore quand elle considère que les personnes les plus vulnérables, c'est celles dont il faut s'occuper en priorité. Et la politique, les politiques publiques devraient s'orienter vers cette direction-là. Je pense que c'est l'honneur d'une société démocratique. On a de très beaux discours autour de tout cela. Là, c'est vrai, on a des beaux discours depuis un moment. Hein. On n'en avait pas avant. Avant, il y avait l'ignorance, maintenant, il y a des discours. Demain, il y aura des moyens. Effectivement, je vais rebondir aussi là-dessus en disant que, mais je prends un parallélisme avec le traitement en tant que médecin. Il y a tellement de traitements symptomatiques et très peu étiologiques, c'est-à-dire on trouve quelque chose dans l'urgence pour traiter un symptôme,
mais on ne va pas à l'origine de la cause de la maladie. Et notre société, effectivement, on attend l'urgence pour donner des solutions, et ces solutions, c'est du colmatage de brèches, c'est du rafistolage, et il n'y a pas de réflexion de fond sur les problèmes. Alors effectivement, tout ne peut pas être résolu facilement, mais il est tellement plus facile de trouver des solutions symptomatiques que l'origine du problème. Alors, avant peut-être qu'on aborde les autres différentes thématiques, de toute façon c'est assez transversal, donc on ne passera pas autant de temps que pour les aidants, même si c'était important et nécessaire de le faire, au moins paradigmatiquement, pour montrer comment la recherche pourrait venir éclairer cette complexité. Je voudrais peut-être donner la parole tout de suite à Aurélie Gemme, qui est responsable de l'Observatoire, parce qu'on parle de faire de la recherche, on parle d'actions qui visent à produire un certain savoir qui nous aide à réfléchir et à alimenter un débat. Mais je crois que les études de l'Observatoire, l'espace de réflexion éthique, remplissent assez bien cette fonction. Régis a dit ce matin qu'on n'a pas vocation à faire de la recherche à l'espace de réflexion éthique. Mais pour la facilité, il y a des études qu'Aurélie va vous présenter qui peuvent constituer souvent un bon point de départ pour élaborer ensuite des protocoles beaucoup plus avancés de recherche, y compris en sciences humaines et sociales ou en éthique. Et ça peut être intéressant à ce moment de nos discussions d'avoir un exemple un peu concret, un peu précis de ce qui se fait, et surtout que dans les suites du volet éthique du PMND, on est en discussion justement, il faut comprendre, on est en discussion autour des moyens financiers pour mener une de ces études en lien avec la problématique de la maladie chronique. C'est vrai qu'on part au plus pressé, hein. Effectivement, comme vous dites, on essaie de trouver des solutions un peu dans l'immédiat, voilà, mais on a quand même ce souci, je dirais, voilà, de réflexion, sachant aussi qu'en région, au niveau national, le PMD, au niveau national, c'était qu'un tiers des financements qui étaient accordés simplement pour le plan Alzheimer, donc il faut faire en fait beaucoup plus avec autant, voire moins, mais en tout cas cette réflexion beaucoup plus large, justement, on souhaite bien avoir, et c'est pour ça que les projets éthiques nous intéressent à double titre, mais voilà, vous allez parler. Avant de parler justement du projet qu'on est en discussion, je vais peut-être vous présenter très rapidement la mission Observatoire qu'on a à l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, mais d'ailleurs comme dans toutes les régions, chaque espace éthique a pour vocation d'identifier les pratiques au regard de l'éthique. Alors nous, on a été un peu plus précis, mais c'est finalement on a vocation à identifier autour d'un thème particulier chaque année ou tous les 2 ans les pratiques de soins et d'accompagnement principalement qui donnent lieu pour les professionnels. Alors ça, peut-être que ça va changer justement avec cette étude, à l'émergence de questions de nature éthique. En 2014-2015, on avait travaillé sur les questions de nature éthique qui sont liées à la prise en soin et à l'accompagnement des personnes âgées dépendantes, donc c'était l'éthique vieillissement. En 2016-2017, on a travaillé sur les questions éthiques qui étaient soulevées par les professionnels exerçant en psychiatrie générale. On a fait une exception l'année dernière, en 2018, où là, pour le coup, l'Observatoire a servi les instances éthiques locales. On a observé les comités d'éthique locaux dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. On a observé leur activité et plus particulièrement la non-sollicitation de ces instances éthiques. Donc, toutes ces études, les rapports sont sur le site internet de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Et cette année, donc en 2019, on a initié avec ma collègue Anaïs qui est juste là devant, une étude sur les enjeux éthiques, les questions de nature éthique qui se posent dans la prise en soin de la santé des migrants. L'étude a démarré il y a quelques mois, à peine quelques semaines. Donc on vous fera une restitution l'an prochain. Donc voilà, donc on travaille là cette année sur la santé des migrants, et donc on était en discussion depuis quelques mois maintenant, avec Casagrande, Armand et Régis et moi-même, pour mener donc une étude sur les personnes atteintes de maladies neuroévolutives en Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de cette mission Observatoire. Alors, j'irai dans les grandes lignes du projet, parce que tout reste un peu à définir, et puis il faudra recruter le sociologue qui s'en occupera, parce que nous, on sera sur la santé des migrants. Mais en quelques mots, l'objectif principal de cette étude serait d'appréhender la réalité des questionnements éthiques qui se posent dans la prise en soin et l'accompagnement des personnes souffrant donc, de maladies neuroévolutives. Alors,
pour le coup, tant du point de vue du malade que des professionnels. Et c'est en ça où je pense que l'étude ne se fera pas comme on l'a fait précédemment, on n'interrogeait que les professionnels. L'idée là, ce sera effectivement de s'intéresser au point de vue du malade, mais aussi de ses proches, et puis de tous les acteurs qui vont effectivement, qui sont impliqués dans l'accompagnement de la personne atteinte de MNE. Voilà pour l'objectif principal. Donc la population étudiée, encore une fois, tout ça restera à discuter. On serait parti sur les personnes jeunes atteintes d'une maladie neuroévolutive, peut-être hors maladie, peut-être, tout dépend après ce qu'on appelle jeune, mais hors maladie d'Alzheimer. On interrogerait donc les patients, les proches comme je vous le disais, et les professionnels impliqués dans le parcours de la personne atteinte d'une MNE. Ce qui nous amènerait à une méthodologie qualitative, donc par entretien semi-dirigé, et peut-être une approche un peu monographique, c'est-à-dire qu'on prendrait peut-être, l'idée serait d'interroger quelques patients et de faire des entretiens avec tous les acteurs qui gravitent dans leur parcours de soins. Donc on aurait peut-être, je sais pas moi, 4-5 patients pour lesquels on interrogerait le médecin, le rééducateur, le kiné. Vous compléterez mes propos, Régis, ce qu'on avait discuté ensemble, si j'ai oublié quelque chose. Et puis, alors, on était au départ dans l'idée de cibler un territoire assez précis, puisque l'étude ne durera que1 an. L'idée était peut-être de travailler sur le territoire du Revermont, au siège de Salins-les-Bains, puisque c'est un des établissements qui fait de la médecine physique et réadaptation et du soin de suite polyvalent, qui est assez reconnu, avec qui on travaille aussi, parce qu'il y a un comité d'éthique là-bas. Mais c'est pareil, tout ça reste à discuter. C'est vraiment des éléments qu'on a dressés il y a à peine quelques jours. Donc voilà dans les grandes lignes le pré-projet, si je puis dire ça comme ça. Je peux peut-être juste compléter. Alors, ce comité d'éthique a cette particularité, c'est qu'il est centré autour d'un établissement, comme tu le dis, SSR, mais à orientation neurologique. Donc qui concentre beaucoup de patients qui ont des maladies neuroévolutives, qui viennent en ambulatoire, qui viennent en hospitalisation. Et donc on aurait une espèce de concentration, jusqu'à preuve du contraire, des potentiels de questionnement de nature éthique autour de tout ça. Et le deuxième avantage de ce secteur, c'est qu'il dispose d'un comité d'éthique territorial, comme on en a parlé dans nos enquêtes, qui lie aussi des acteurs de la politique locale, aussi bien que des acteurs de santé. Et donc on voudrait voir un peu ce qui se pose comme question du point de vue des acteurs territoriaux, professionnels de santé, politique territoriale, et du point de vue des malades, au travers de tous les acteurs de leur parcours. Tout cela pour montrer ce qui se pose, et aussi ce qui ne se pose pas comme question, mais faire une espèce de recensement des questions de nature éthique qui se posent dans un environnement. Alors, oui, on a beaucoup insisté lors des assises sur les spécificités, on en parlera probablement tout à l'heure autour des managers. Mais plus je réfléchis à cela, moins je me dis qu'il faut être limitatif autour de cette question. On verra, parce que je pense qu'après il faut qu'on travaille comme toujours, c'est comme quand on fait un projet de recherche, même si ce n'est pas une recherche en soi, puisque c'est une observation des questions de nature éthique qui débouchera cette observation sur d'éventuels travaux authentiques de recherche. Mais qui trop prendra ce mal étreint, si on veut observer trop de choses, on ne voit rien. Donc il faut qu'on limite un peu notre observation pour aller un peu en profondeur dans les granulations très précises de ce que le questionnement éthique veut dire. Et passer par l'éprouvé des personnes malades est quelque chose qui, pour nous, on fait un pas de côté par rapport aux missions de l'Observatoire des pratiques éthiques au regard de la santé, parce que ça serait, à mon avis, une erreur de ne pas les regarder de ce qui se passe du point de vue des personnes malades et de leurs proches, puisque ce couple est indissociable. Merci Aurélie, c'est en plus très cohérent avec ce que tu disais Régis au départ, c'est-à-dire que ce qui t'avait frappé toi pendant les assises, c'était cette divergence qu'il pouvait y avoir entre les problèmes, les questions que se posaient les professionnels parfois et celles que se posaient les personnes elles-mêmes, et le fait d'avoir une étude observatoire qui se recentre sur la personne, c'est assez paradoxal. On a un discours éthique qui veut à chaque fois remettre la personne au centre des décisions qui la concernent, mais quand on essaie de soulever des questions de nature éthique, on se centre sur les professionnels, ce qui n'est pas complètement faux non plus. Mais c'est intéressant de voir comment même les propres méthodes de l'observateur évoluent à partir des assises. Et c'est un bon exemple aussi. Cette recherche, il va falloir la structurer à un moment donné. Il faudra bien un point de départ. Et les études constituent souvent un bon point de départ derrière pour terminer.
Je voulais juste réagir en disant que, selon moi, c'est un peu dommage que vous n'incluez pas les personnes avec des maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées, notamment chez les personnes jeunes. Et je m'explique. Je trouve que les questionnements éthiques ébranlent d'autant plus les familles et la sphère professionnelle, bien sûr, les personnes, quand les personnes ont des troubles cognitifs et décisionnels majeurs. Et justement, à ce moment-là, il faut que l'entourage prenne, entre guillemets, des décisions pour la personne qui n'est plus forcément en capacité de les exprimer. Et là, effectivement, ça nous met face à des questionnements éthiques qui sont hyper complexes à discuter ensemble et avec des stratégies communes. Je trouve que c'est d'autant plus intéressant là, de travailler à ça. Ça fait forcément le pendant. On accompagne des personnes atteintes de maladies neuroévolutives et de plus en plus de personnes avec des troubles psychiques, voire psychiatriques associés. Et on est exactement dans ces mêmes préoccupations-là éthiques, de se dire comment on décide du maintien ou pas, est-ce que la personne souhaiterait ou pas, enfin voilà, et à étudier. Vous avez compris que notre religion n'est pas faite, hein, et donc on va y réfléchir, mais en même temps, je ne mesurais pas avant, des questions, on va peut-être en parler après, mais qui se posent dans le champ éthique et qui sont quand même spécifiques. Alors, c'est pas pour faire de la ségrégation entre jeunes et vieux, puisque je ne sais toujours pas ce qu'est la limite d'ailleurs, je le dis peut-être pour moi d'ailleurs, mais en fait, j'ai été surpris de voir des questions qui se posent dans un registre où on ne les pose pas habituellement chez des patients jeunes dont la seule perspective de vie est l'aggravation de la maladie. C'est aussi des questions qui sont très liées à la vie sexuelle, la vie sociale, la vie professionnelle, qui sont des questions qui ne se posent pas forcément de la même manière dans la population, mais effectivement, à contrario, toutes les questions qui tournent autour de l'altération cognitive, pour faire simple, on risque de les escamoter un peu plus si on se tourne vers les populations jeunes, quoique, parce qu'on a rencontré des gens qui avaient des troubles décisionnels qui sont la première étape parfois d'une altération cognitive, et la perspective des altérations cognitives chez quelqu'un de jeune est probablement quelque chose qu'il faut aussi explorer au plan éthique. C'est quelque chose de fondamental. On fera avec les moyens, j'en profite parce que notre collègue n'écoute pas, limité que l'ARS nous donne, mais moyens quand même. C'est-à-dire qu'on a un mi-temps, a priori un engagement de financement d'un mi-temps d'un sociologue sur un an. Nous, là il va falloir, qu'est-ce qu'on peut observer pendant un an avec un mi-temps? Enfin, excusez-moi, et qu'est-ce qu'on peut observer qui débouchera sur des travaux de recherche? C'est-à-dire que quand on analyse les travaux que coordonnent Aurélie et Anaïs, à chaque fois on s'oblige à dire qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'on aurait aimé voir. C'est ce qu'on appelle l'analyse en creux dans ces travaux-là. Qu'est-ce qui est important et qui ne ressort pas et que l'on sait comme étant potentiellement important et qui ne ressort pas. C'est un vrai sujet, ça. Qu'est-ce qui fait que, inconsciemment, on n'évoque pas les sujets parfois majeurs? On l'avait vu ça dans une étude préalable de l'Observatoire au regard des questions éthiques dans le champ de la psychiatrie, où les professionnels de la psychiatrie ne voyaient pas les questions de nature éthique. Quand je dis ça, ne voyaient pas, c'est pas dans le sens du jugement bien ou mal, ils ne les perçoivent pas forcément. Et quand on ne perçoit pas quelque chose, on ne peut pas en parler, tout simplement. Donc, je voulais vous dire que c'est vraiment bien d'avoir pensé aux populations jeunes, parce que dans un hôpital, on s'est rendu compte dans le service de neurologie que les jeunes, c'est les lycéens, malheureusement, des très très jeunes. Et quand ils vont au lycée, ils ne peuvent pas se rendre aux ateliers d'éducation thérapeutique. Bon, il y a les jeunes travailleurs également. Et on ne sait pas comment, enfin, le médecin neurologue, en tout cas, elle dit qu'elle ne sait pas comment les attraper et qu'elle ne va quand même pas attendre qu'ils soient à la retraite pour qu'ils viennent aux ateliers d'éducation thérapeutique. Il se pose également le problème du virage de l'ambulatoire, qu'a évoqué Madame tout à l'heure, qui fait que dans un service, on n'a plus ces patients moins dépendants. Et par contre, l'hôpital public accueille des patients âgés, polypathologiques, qui prennent bien plus de temps dans une journée. Et le personnel soignant n'a plus de temps pour s'occuper de l'éducation thérapeutique. Et sachant que l'hôpital ne veut plus payer les heures supplémentaires, etc., et que l'agence régionale de santé rémunère l'activité d'éducation thérapeutique si le patient a eu son évaluation. Or, les patients qui souffrent de ces problèmes de CEP ou
de maladies neurologiques évolutives, sont des patients souvent très fatigués. Donc venir à l'hôpital, c'est fatigant et c'est pas facile. Et c'est injuste qu'on ne puisse pas être rémunéré parce que les patients, ils sont pas venus à leur rendez-vous parce qu'ils sont trop fatigués ou qu'ils n'ont pas fait leur évaluation et qu'ils ne préviennent pas l'hôpital quand ils ne viennent pas, etc. Et nous, c'est le forfait, c'est 250 € par patient qui vient, qui a fait le programme entier. Et s'il ne vient pas à la dernière séance, eh ben c'est foutu, on n'est pas payé. Et donc, la direction nous dit, eh ben alors, les programmes d'éducation thérapeutique, il va falloir arrêter. On en est là. Hein. Merci. Je prends note effectivement que vous dites sur ce que vous dites sur l'éducation thérapeutique. Effectivement, il y a peut-être le concept à revoir effectivement pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier, puisque c'est quand même quelque chose qui est important, hyper important pour le malade et puis le proche aidant. D'autant plus qu'on essaie aussi maintenant de l'élargir, d'avoir un programme d'éducation thérapeutique adapté pour le patient Alzheimer. Donc adapté, hein, j'entends bien, puisque là le proche aidant aussi participera. Mais sur la forme, effectivement. J'espère qu'on restera en contact pour en reparler. Voilà, alors on va en parler. Voilà, alors c'est ma collègue qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui d'ailleurs est référente éthique, qui elle porte plus particulièrement le docteur Isabelle Rouillère, l'éducation thérapeutique, mais on va en rediscuter puisque voilà, je ferai un retour de tout ce qui s'est dit. Merci. On voit quand on aborde les problématiques que vous soulevez qu'on touche à la question de la manière très particulière de ce que signifie respecter l'autonomie des personnes, compte tenu de leur état de fatigue, etc. Et on rejoint d'ailleurs une partie des questionnements qu'on avait soulevés. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait aussi donner lieu à comment la recherche pourrait améliorer, c'est un peu l'enjeu de notre rencontre aujourd'hui, comment ça pourrait améliorer, mais c'est des problématiques qu'on avait nommées pendant les assises. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y assister en 2018. On a alors tous ces documents qu'on vous fait passer rapidement derrière, on peut vous les envoyer, on peut les mettre sur la page du site de l'Espace Éthique, il y a un petit livret de synthèse qui avait été fait, c'est assez exhaustif, je vous invite à en prendre vraiment connaissance si vous voulez creuser un peu la question.